Une émission d'Ortia Parera, réalisée par Alphonse Lacoste. Avec aujourd'hui Lynn Renaud. Lynn Renaud, bonjour. C'est vous, je crois, et je suis sûr même, qui, lors d'une série d'émissions qui avait lieu le dimanche matin, puisque vous avez fait de la radio et que par conséquent vous êtes une ancienne consoeur, c'est vous qui aviez inventé cette parole, cette devise extraordinaire qui a fait la joie de la France de l'époque, qui n'était pas encore intoxiquée par la télévision. Ne croyez pas que c'est de la nostalgie, c'est simplement de bons souvenirs qui remontent comme ça à la surface. Cette phrase qui disait « on ne se voit pas mais on s'entend si bien ». La radio, c'était ça à l'époque, c'était l'image par la pensée. Tout ça a bien évolué depuis, mais vous êtes là, vous êtes toujours là, et le Casino de Paris aussi, on vous associe souvent à Las Vegas, on vous associe souvent à des revues internationales, puis à des productions, et puis à vos disques. On va parler un petit peu de tout ça, puisque nous avons, grâce à la gentillesse que vous avez dit de nous accorder ce rendez-vous, presque une heure pour le faire. On va puiser, bien sûr, dans vos succès. Ils sont innombrables, ils ne sont pas anciens, puisqu'ils sont toujours actuels, et que vous les avez remis sur un 30 cm que vous avez appelé disque d'or, mais je vous demandais la permission d'entendre quand même ça d'abord. Ça, c'est vieux, ça vous n'aimez pas tellement, mais ça c'était chouette quand même, c'était Mademoiselle Fran Armentières, hein? Oui. Un joli sourire de France, des faussettes aux joues, des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux. De son berceau dès sa naissance, une bonne fée, d'un coup de baguette avait changé sa destinée. Mademoiselle From Armentières, parlez-vous? Mademoiselle From Armentières, parlez-vous? Elle n'avait pas encore parlé, elle savait déjà chanter. Mademoiselle From Armentières. Vive à l'âge d'être écolière, d'apprendre à compter, d'apprendre à parler, de se l'ennuyer. Mais faire l'école buissonnière, ça l'amusait. Toujours gaie comme un sapin, elle chantait sa chanson. Mademoiselle From Armentières, parlez-vous? Mademoiselle From Armentières, parlez-vous? Elle n'avait pas encore parlé, elle savait déjà chanter. Mademoiselle From Armentières. Mais un matin ce fut la guerre et tous les soldats qui passaient par là se disaient tout bas: la voyant si belle et si fière, affronterait bien l'Occident ses bras douillettement jusqu'au matin. Mademoiselle From Armentières, never been kissed for 20 years. Pinky, pinky, parlez-vous? Quand on raconte cette histoire dans tous les pays, on ajoute aussi elle eut un mari. Les gens qui ont bonne mémoire vont vous raconter qu'elle accepta d'épouser un colonel anglais. Mademoiselle From Armentières, voulez-vous? Mademoiselle From Armentières, voulez-vous? Comme elle lui répondit oui, elle eut un très gentil mari. Mademoiselle From Armentières. Mademoiselle From Armentières, never been kissed for 20 years. Pinky, pinky, parlez-vous? Mademoiselle From Armentières,
Parlez-vous. Oui, ça date de fin 1951, quand j'avais fait cet enregistrement. J'ai une histoire d'ailleurs à ce sujet à vous raconter, comment on a eu l'idée comment Loulou a eu l'idée de prendre Mademoiselle d'Armentières. Je venais de passer pour la première fois en vedette, en tête d'affiche, on appelait ça tête d'affiche, au théâtre de la BC à Paris en 1950. Et là, des producteurs anglais étaient venus me voir et m'avaient engagé dès la fin de mon contrat à la BC pour l'Angleterre. C'était donc la première fois que j'allais aller en Angleterre. Et à l'époque, chez nous, nous n'avions pas encore des attachés de presse. Maintenant, les compagnies de disques ont des attachés de presse, tout le monde a des attachés de presse. Mais c'était pas pour nous, c'était un métier pratiquement inconnu. Alors que dans les pays anglo-saxons, l'attaché de presse, le public relation, comme ils disent, était déjà en vogue. Et automatiquement, l'endroit où j'allais chanter en Angleterre, qui s'appelait le Society Club, qui était l'endroit où allait toute la famille royale, c'était un nightclub de très très grande classe, avait son attaché de presse. Et j'arrive donc en Angleterre et je donne mon passeport. Et le premier officier en douane, il me regarde après avoir lu le passeport, il me dit « Oh, it's you, c'est vous ?» Bon, très bien, je lui dis « Oui ». Bon, il donne mon passeport à quelqu'un d'autre et dit « Ah, alors la voilà, here she is ». Je dis, ben dis donc, qu'est-ce que cet attaché de presse a pu faire son travail en un mois de temps, c'est incroyable. C'est à croire que toute l'Angleterre entière, j'arrive chez les douaniers, enfin, et ce passe-temps, et enfin, j'ai le mot final, il y a un douanier qui me dit, alors vous êtes Mademoiselle d'Armentières. Parce que sur mon passeport, il est écrit Armentières, lieu de naissance, Armentières. Et quand j'arrive, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Armentières? Et c'est là où nous avons découvert que les Anglais, les soldats de la Première Guerre mondiale, avaient, comme les Français avaient la Madelon, les Allemands Lily Marlène, les Anglais avaient une chanson qui s'appelait Mademoiselle d'Armentières. Et en réalité, je n'étais pas du tout connue en Angleterre, mais c'est simplement le titre d'une chanson qu'ils associaient avec la ville où j'étais née. Et Loulou a dit, bon bien, on va écouter cette chanson de soldats anglais, et on va, comme elle était dans le domaine public, nous allons en refaire une nouvelle chanson, une nouvelle version, et c'est comme ça qu'est née la nouvelle version de la Mademoiselle d'Armentières. La chanson en 1950, et puis en 1951, est-ce que c'est la même chose que la chanson telle que vous la concevez maintenant? Bon, vous avez voulu refaire, comme on dit, certaines chansons de l'époque. Oui. D'abord, pourquoi avez-vous voulu dire pourquoi j'ai voulu les refaire? D'abord parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais techniquement, ne serait-ce que techniquement, les choses ont terriblement évolué. Quand vous pensez qu'à cette époque-là, on enregistrait sur cire, et on faisait c'était des 78 tours, et on devait graver ça. On était en direct dans un studio avec un orchestre, et nous avions 4 ou 5 cires pour faire le titre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire j'enregistre, je me trompe, on efface tout et on recommence comme on fait maintenant avec les magnétos, les 16 pistes, les 24 pistes et même les 32 pistes. L'orchestre, un violoniste se trompait, pouf, la cire était fichue. La cire était très chère. Oui, et puis il y en avait peu. C'était encore restreint. Bon, donc techniquement, quand vous voyez maintenant les chambres d'écho, les varispites, les chœurs, la façon d'écrire les orchestrations a changé. Puis je crois aussi que l'interprétation a changé. Vous avez une évolution dans votre style. Moi, j'étais une gamine à cette époque-là. Je commençais à apprendre mon métier, non pas à le connaître, mais je commençais à l'apprendre. Et je pense que tous les artistes ont un jour ou l'autre envie de refaire leur ancien succès avec les techniques et des moyens plus modernes. Mais il y a un conflit parce que le public recherche toujours les premières versions. Et dites-moi, qui est-ce qui a raison dans cette affaire? Vous chantez pour qui finalement? Pour le public? On chante pour le public. Mais je crois que à partir du moment où remarquez que je viens de refaire l'album d'or de 12 chansons, et tout de même l'album d'or a été une très bonne vente, donc si vous voulez, il y a un public nouveau qui se crée. Puis attention, les produits tels qu'ils étaient à l'origine sont de plus en plus rares, on ne les trouve plus. Par exemple, les produits d'origine, les 78 tours d'origine, on les trouve, ce sont les collectionneurs qui se les repassent ou qui les revendent, qui se les copient sur cassette. On va faire une expérience. On va demander à Alphonse de prendre La Cabane au Canada, la version originale,
C'est un petit groupe qui enchaînera avec la version 1978. Hein, puis quand Non, 76, parce qu'il y a 2 ans que j'ai refait le nouvel album. Bon, je dis 78 parce que je l'ai reçu sur mon bureau vendredi dernier. Alors là, il y a une erreur dans la Je distribution. ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il s'est probablement passé quelque chose. Marqué l'Andorre, c'est loin, hein. On ne sait pas. Quand on cessera de envoyer des disques par pigeon, ben, là, on parlera un petit peu aussi tout à l'heure de la revue, à grand spectacle, parce que la revue à grand spectacle, ça fait partie intégrante de votre vie pendant des années et des années. L'année prochaine, si j'ai fêté mes 30 ans de chansons cette année, en 1979, je pourrais fêter mes 20 ans de revue. Car ça fait l'année prochaine, en décembre 79, j'aurai exactement 20 ans de meneuse de revue. 20 ans de meneuse de revue. Ouais. J'ai commencé à mener ma première revue le 11 décembre 1959. C'était Plaisir au Casino de Paris. Elle a duré 4 ans. 4 ans. Oui. 4 ans, tous les soirs. Oui, et surtout qu'à cette époque-là, nous n'avions pas de relâche. Maintenant, on a le lundi de relâche, mais à cette époque-là, nous n'avions aucun jour de relâche, et quand je manquais, c'est parce que j'avais une bronchite ou que j'avais une impossibilité quelconque. Et pour vous donner un exemple, j'ai pas eu beaucoup d'impossibilités, puis en 4 ans, j'ai manqué en tout et pour tout 18 jours. Voilà. Ce que j'allais vous demander, ça n'a pas dû vous arriver du tout. Je touche du bois. Tu es prêt, Alphonse? Oui. Alors, allons-y. Cabane au Canada. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs? Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Et le matin, engourdit la neige. Et le matin, sous les fleurs du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. Le sort m'enchaîne ailleurs, toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis né. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. De voisins, parfois seul un vieil indien entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages. Je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera
l'année prochaine, 20 ans de revue. Alors moi, je voudrais vous demander 20 ans de revue. Est-ce que ce sont 20 ans d'abnégation, hormis l'amour que le public a pu vous donner, que vous lui avez d'ailleurs rendu, mais tout de même 20 ans de revue, est-ce que c'est pas 20 ans de privation de vie privée, de privation de liberté? Non, c'est une discipline, mais c'est, à mon avis, on ne fait dans la vie que ce que l'on aime faire, parce que autrement, ce serait... Approchez-vous un petit peu de votre micro, on n'entend pas tout. Ce serait chaque année des privations, ce serait complètement ridicule de mener une vie contre son goût. Or, mon goût a été... J'ai choisi ce que je voulais faire à tout prix, et ce que j'aimais faire, et je dois dire que y arriver, c'est un plaisir pour moi, malgré les difficultés. C'est un choix qu'il faut faire. Il faut beaucoup de discipline, bien entendu. Il faut de la santé. Mais ça, je crois que la santé, bon, j'ai de la chance que ce soit comme ça. Mais ça n'est absolument pas contraire à mes goûts. Si vous voulez, chaque pas accompli me donne une joie immense. Et puis j'ai surtout la chance de le faire dans les conditions que j'ai aussi créées toutes pièces. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un mari et je suis toujours avec le même mari. J'ai commencé avec ma mère autour de moi et j'ai la chance de toujours l'avoir. J'ai des amis qui se sont créés au début de ma carrière et ce sont les mêmes qui sont toujours après 30 ans autour de moi. Donc je suis heureuse. Ouais, il y a un côté sain que vous avez su créer et conserver. Je pense que c'est la nature des gens. Si vous êtes compliqué, toute votre vie dans vos affaires et dans votre métier et dans votre amitié et dans votre vie privée, vous serez compliqué. Si vous êtes trop simple, vous serez trop simple. Si vous êtes équilibré, vous êtes équilibré. Je crois que c'est la nature, mais la nature m'a faite comme ça. J'ai aucun mérite. C'est pas une chose que j'ai appris et que j'essaie de perfectionner, la façon d'être avec ma famille ou avec mes amis et avec mon métier. Je suis née comme ça et tant mieux. 2 heures de spectacle au Casino de Paris, ça nécessite une journée de combien d'heures de travail? C'est-à-dire que, d'abord, ça nécessite 8 heures de sommeil. C'est impératif, hein? Oui, c'est une chose, voyez-vous, alors là, je l'ai appris avec les années qui viennent. Pour moi, la nuit m'ennuyait. Je déteste dormir, j'ai toujours détesté dormir, parce que j'avais toujours l'impression, j'étais tellement toujours en action, si vous voulez, que j'avais l'impression de dormir, de tout oublier pendant une nuit, c'était la moitié de sa vie qu'on passait à ne rien faire. Et ça m'a toujours énervé, jusqu'au jour où j'ai réalisé, ça j'ai surtout réalisé en menant des revues, que s'il n'y a pas les 8 heures de sommeil, eh bien il n'y a pas la même forme physique sur scène le soir, il n'y a pas la même énergie. Alors je me force, car le sommeil n'est pas une chose facile pour moi, je me force à dormir 8 heures. Comment vous faites pour vous forcer à dormir? C'est pas facile, effectivement. Parce que plus on se force, moins on dort. Eh bien, je dois dire que souvent je prends sous le contrôle d'un docteur, bien entendu, je prends des petits somnifères pour dormir, pas qu'on trouve sans ordonnance, pour vous montrer à quel point ils sont pas dangereux, pas des somnifères qu'on a sur soi. Puis je prends une tisane, et puis surtout, je dois vous dire que quand j'ai fini ma revue, et que les nerfs sont tombés, car il faut au moins, après la revue, il faut bien 3 bonnes heures avant que les nerfs retombent à zéro. Eh bien, alors là, je commence à prendre un bon bain bien chaud, avec du lierre, et ça me détend, ça me fait dormir. Vous ne couchez jamais avant 3-4 heures du matin, alors? Oui, jamais. Parce que, je vais vous expliquer, donc, disons que j'ai dormi, si je me suis couché à 4 heures du matin, j'essaie de dormir jusqu'à midi. Si je me suis couché à 5 heures, je dors jusqu'à 1 heure. Bon, il y a quelques fois, je ne peux pas. Je suis obligée d'aller faire des émissions le matin, ou des photos, ou j'ai des amis à déjeuner, ou des journalistes à déjeuner. Enfin, il y a une vie professionnelle qui a lieu dans la journée quand même. Mais disons, si je le peux, je dors jusqu'à midi, 1 heure. Ensuite, eh bien, je vais au bureau, suivant les obligations professionnelles de la journée, soit faire du courrier, soit faire des enregistrements, ou des photos, ou des radios. Enfin, ou des radios, comme aujourd'hui, ou des télévisions.
Et puis après, quand j'ai passé, de toutes les façons, je fais de la marche dans les bois. J'ai la chance d'habiter la campagne. Je fais bien une demi-heure de footing le matin avec mes chiens, après avoir pris mon café. Et puis le soir, je vais dans ma loge 1h30 avant le spectacle. Et je fais 1h30 à 1h45. Je fais 1 heure de gymnastique. Ensuite, 3 fois par semaine, je me fais masser, puis voilà. Et puis après, la gymnastique continue sur scène, parce que personnellement, je suis 2h15 sur scène tous les soirs. Et 2 fois le dimanche. Sur scène, ça me fait 5 heures de scène le dimanche. Et dites-moi, c'est toujours la même exaltation? Oui. Toujours? Oui. Ça n'arrive Toujours. pas une fois Non, j'ai pas vu. Il y a 27 mois de passé, nous sommes à la 810 représentations. Je les ai pas vues passer. On dirait que j'ai commencé il y a 3 mois. Non, mais sans parler de Paris-Line, alors, en parlant d'autres revues que vous avez pu mener par le passé, tant ici que... J'ai mené Plaisir qui a duré 4 ans. Je suis partie mener une revue 2 ans à Vegas. Ensuite, je suis revenue mener Désir à Paris 2 ans. Je suis repartie mener une autre revue à Vegas 2 ans. Et ensuite, vous avez raison, il y a eu, ça me faisait, si vous voulez, j'ai mené pendant 10 ans, de 59 à 69, entre Paris et Las Vegas, j'ai pas arrêté. Je finissais une revue, j'allais en répéter une autre, j'ai commencé. Je finissais, je venais répéter à Paris, je commençais. 10 ans, j'ai été sur scène pratiquement tous les soirs. À Las Vegas 2 fois par soir et 3 fois le samedi. Et en 69, donc, j'étais saturée. J'étais saturée de revues et j'étais saturée de spectacles. Alors j'ai dit, bon, moi je vais arrêter, parce qu'on ne peut pas aller sur scène si on n'en a pas envie. Et j'avais plus envie d'aller sur scène. Alors j'ai dit à Loulou, il faut que je retourne sur scène quand l'envie me reviendra. Et j'ai cessé. Mais comme je suis incapable d'être inactive très longtemps, alors je me suis mise à produire aux États-Unis des spectacles où je ne voulais pas jouer dedans, je produisais pour les autres. Alors c'était passionnant, j'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai passé 3 années merveilleuses. J'ai produit de 70 à 73. Vous avez amené les Osmond Brothers? J'ai amené les Osmond, j'ai produit les Broadside and Fear. Et puis j'ai produit des shows, surtout des shows qui étaient pas du tout style une revue française, parce que je produisais pour Las Vegas. Alors il y avait déjà 3 revues françaises à Vegas, entre le Lido, les Folies Bergères et le Casino de Paris, qui continuaient mais sans moi, avec une vedette américaine. Et donc c'était trop de faire. Et quand les gens m'ont donné ma chance de produire, j'ai dit, vous me donnez carte blanche parce que je veux tout faire sauf une produit française. Et j'ai fait un spectacle d'avant-garde américain, avec rien que la jeunesse américaine. Et puis il vint le jour où ça vous a quand même démangé. Oui. J'étais à Vegas, c'était en 73. J'avais un show qui était en route à Miami, qui s'appelait Fantasies of Love. Et j'étais allée faire un petit voyage de 48 heures pendant que ce spectacle continuait. J'étais partie à Vegas, rechercher des costumes que j'avais en stock là-bas. Et je suis allée voir, comme chaque fois que je vais à Las Vegas, les spectacles des autres. Et je suis allée voir Debbie Reynolds, que j'avais pourtant vu souvent sur scène et que j'aimais beaucoup. Et cette fois-là, j'y suis allée et il faut croire que le moment pour moi était revenu. J'ai vu Debbie Reynolds avec d'autres yeux. Je la voyais en disant, mais elle est pratiquement, nous sommes pratiquement du même âge. Debbie était 6 ou 7 ans plus âgée que moi. Et elle était merveilleuse. Elle avait un contact avec le public extraordinaire. Elle leur parlait, elle riait. Enfin, tout ce que j'aime faire. Elle dansait, elle chantait. C'était formidable. Et je suis sortie de cette séance de Debbie Reynolds. Je suis allée la voir dans la loge et je lui ai dit, Debbie, ce soir, vous avez joué un rôle dans ma vie important. Elle me dit, quoi donc? J'ai dit, je vais appeler de ce pas mon mari qui est resté à Paris et je vais lui dire que je remonte sur une scène. Et j'ai appelé Loulou à Paris, je lui ai dit, tiens-toi bien, je vais refaire de la scène. Parce que maintenant, ça me démange au creux de l'estomac et j'ai envie d'en faire. Et c'est comme ça que je me suis remise à faire de la scène après un arrêt de 3 ans. On parlera de ces 3 ans d'arrêt tout à l'heure, mais pour l'instant, on va puiser dans votre gros répertoire. On voulait qu'on écoute Mr. Banjo. Oui, si vous voulez. Vous avez gentiment accepté qu'on écoute la version originale. Là. Alors on l'écoute. Oh, Mr.
Mr. Banjo sur le Mississippi. Oh, Mr. Banjo, le bateau est parti. Tout le monde rit, tout le monde est gai. Pour les faire danser, tu vas leur jouer. Oh, oh, Mr. Banjo, ton rythme le plus chaud. Oh, oh, Mr. Banjo sur le Mississippi. Oh, oh, Mr. Banjo, le bateau est parti. Tout le monde rit, tout le monde est gai. Pour les faire danser, tu vas leur jouer. Oh, oh, Mr. Banjo, ton rythme le plus chaud. Oh, Mr. Banjo, tu es un vieux malin. Oh, Mr. Banjo, tu connais tout très bien. Si tu joues pour Bill, si tu joues pour Joe, c'est parce que tu sais qu'ils vont faire danser. Oh, oh, Mr. Banjo, les filles à marier. Oh, oh, Mr. Banjo. Oh, oh, Mr. Banjo. Si tu joues pour Bill, si tu joues pour Joe, c'est parce que tu sais qu'ils vont faire danser. Oh, oh, Mr. Banjo, les filles à marier. Mr. Banjo, regarde ton ce soir. Oh, Mr. Banjo, regarde ton pouvoir. Si tu t'arrêtais soudain de jouer, je peux t'affirmer que l'on entendrait au bout, Mr. Banjo, que le bruit des baisers. Oh, oh, Mr. Banjo. Oh, oh, Mr. Banjo. Si tu t'arrêtais soudain de jouer, je peux t'affirmer que l'on entendrait. Oh, oh, Mr. Banjo, que le bruit des baisers. Mr. Banjo, le bateau va gaiement. Oh, Mr. Banjo, à la New Orleans. Et lorsque la fête sera finie, parce que le soleil chantera la nuit, oh, Mr. Banjo, tu iras dans ton étui. Oh, oh, Mr. Banjo. Oh, oh, Mr. Banjo. Oh, oh, Mr. Banjo. Tu iras dans ton étui. Qui est-ce qui jouait du banjo là-dedans? C'est Loulou. Ouais. Oui, oui. Loulou a toujours joué du banjo et même il me raconte une histoire, comment il s'est retrouvé à accompagner quand il avait une vingtaine d'années Joséphine Baker en Égypte parce qu'elle cherchait un joueur de banjo et en France il n'y en avait pas. Il y en avait un seul, c'était Loulou. Alors il s'est retrouvé à l'âge de 22 ans à accompagner Joséphine en Égypte. Dites-moi, c'est Joséphine d'ailleurs qui me fait penser à cette question. Le trac, c'est une sensation que je pense être délicieuse. Non, pas du tout. Ah bon? Alors, ça n'a rien de délicieux, le trac. Et si je pouvais me passer d'avoir le trac, je serais bien enchantée. S'il y avait un produit miracle contre le trac, mais je n'ose, on vous dira qu'il y en a, qu'il faut prendre des pilules, des petites pilules qui vous relaxent et tout ça. Mais je n'ai jamais osé, j'ai préféré garder mon trac parce que je pense quand même que le trac vous donne ce petit quelque chose que vous attaquez, c'est presque un combat à votre arrivée en scène. Et vous avez toute votre énergie et tout votre bon sens et vous avez vos nerfs à fleur de peau et je crois que c'est vraiment nécessaire. Mais c'est une impression très désagréable. Ben, voilà pour le trac, mais la peur. Parce que je reviens à la peur, c'est pas tout à fait la même chose. La peur de ne pas pouvoir remonter sur scène le lendemain, par exemple. La peur de trop en faire et puis d'être trop fatigué. Non, ça j'y pense pas. Jamais. J'y pense pas parce que quand j'ai fini, je me sens jamais autant en forme que dès que mon spectacle est fini. Et franchement, s'il y avait un spectacle à refaire immédiatement après... Vous pourriez. Tout de suite après, oui. Le plus dur, c'est de refaire un spectacle 2h30 après, comme on fait le dimanche. Parce que les nerfs demandent 2 heures à 3 heures avant de redescendre complètement. Et vos nerfs sont en bas, et là, on vous demande de repartir. Ça, c'est difficile. Tandis que quand vous êtes bien chauffé, que vous êtes au maximum de votre tension nerveuse et de votre... au maximum de votre forme, si jamais ça s'arrêtait 10 minutes et puis on dit on refait un autre spectacle, même un autre spectacle de 2h15, c'est plus facile que d'attendre 2 heures entre chaque spectacle. Oui, mais ce serait quand même trompeur pour l'organisme parce que lui n'assimile pas forcément ce que votre tête assimile, ou ce que vos nerfs assimilent. Ah, moi je trouve que justement, le corps est chaud, les muscles sont chauds, la voix est chaude, elle est chauffée,
D'ailleurs, c'est ce qui se passe à Vegas, mais il y avait un spectacle. Le samedi, on avait 3 spectacles. Un qui enchaînait, le troisième enchaînait avec le deuxième. Eh bien, le troisième était plus facile à faire que le deuxième, parce que le deuxième venait 3 heures après le premier, alors que le troisième enchaînait le deuxième. Ouais. Alors là, finalement, le lendemain, et puis les forces que vous dépensez, vous n'y pensez jamais. C'est peut-être pour ça que vous êtes toujours en forme. Oh, je pense jamais. J'ai pas peur du lendemain, parce que pourquoi voulez-vous, sauf si jamais je me disais, mais alors avoir peur du lendemain, c'est avoir peur en permanence, parce que dès que le spectacle est fini, on peut dire, bon, j'ai peur de sortir dans la rue parce que je vais peut-être me casser une jambe sur le trottoir. J'ai peur de monter dans la voiture parce que je vais peut-être avoir un accident. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous faites, il faut que vous le fassiez tous les soirs, et que tous les soirs, ce soit parfait. Oui, ça c'est certain. Bon, il y a une obligation de perfection que l'on vous fait, que vous faites vous-même, et au travers de laquelle, de toute façon, vous ne passerez pas. Oui. Bon. Alors, est-ce que, finalement, c'est une remise en question de votre carrière entière tous les soirs? Non. C'est quotidien. Bon, non, parce que, disons que, supposons que j'ai une forme physique déficiente due à un rhume ou à une blessure ou à quoi que ce soit. Bon, eh bien, j'arrêterai. Il m'est arrivé dans cette revue Paris-Ligne d'avoir comme tout le monde des rhumes, et mes doublures me doublent. Et on n'est pas, on est fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la merci d'un courant d'air ou d'un hiver trop froid. Alors quand il y a un problème comme ça, non, si vous voulez dire du jour au lendemain, d'un seul coup, dire bon bien voilà, j'ai perdu ma voix ou j'ai perdu ma santé et je peux plus travailler. Non, pas forcément. Peut-être le goût simplement de ce 100% qui vous fait vous bagarrer tous les soirs. Oui, eh bien, on pensait bien qu'on n'y est pas tous les soirs à 100%. Alors là... Quel état d'esprit? Ça m'intéresse beaucoup, racontez-moi. Oui, parce que si vous avez par exemple, il vous arrive aussi d'avoir des malheurs dans une vie privée où vous perdez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Moi, il m'est arrivé de perdre mon père. Ouais. Et le soir, de chanter sur scène, je chantais à Liège, je m'en souviens, et j'ai perdu mon père, j'étais à l'enterrement de mon père le matin. Et le soir, j'étais sur scène à Liège, je ne vais pas vous dire dans quel état j'étais, parce que mon père, c'était très important pour moi. Eh bien, le public n'en a rien vu, mais dès que je suis sortie de scène, j'avais l'épaule de mon mari, j'avais les bras de ma mère, j'avais ma solitude sur mon oreiller pour pleurer tout ce que je savais, la mort de mon père. Mais donc, vous imaginez bien que ce soir-là, je n'étais pas à 100% de ma forme morale sur scène. Eh bien, c'est à ce moment-là, vous êtes des professionnels ou des amateurs. Et je pense que c'est la différence entre un amateur et un professionnel. À partir du moment où vous devez faire passer ce que vous avez à faire passer pour le public qui est venu vous écouter, il n'est pas venu pour écouter votre chagrin, il n'est pas venu pour écouter votre... Et c'est ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel. Dans ces cas-là, dites-moi, on puise toutes ces réserves surhumaines dans quoi? Dans une croyance. Dans le respect du public, et puis... On cherche pas un peu une ivresse aussi? Non, dans ces cas-là, je crois, je sais pas comment vous expliquer, il faut aimer ce qu'on fait, puis je crois que c'est comme un champion, imaginez qu'il soit son match soit ce soir, et bien... il essaie, par les exercices physiques et par un régime, d'être au mieux de sa force pour pouvoir battre son adversaire. Et puis, si jamais il a eu un problème d'ordre privé qui fait que son moral n'est peut-être pas aussi bien dans le même état que son physique, il va quand même faire son match. Oui, mais c'est vrai, ce ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que le public s'en aperçoit pas toujours, s'en aperçoit jamais. Le public s'en aperçoit pas. Le public, moi, il n'y a pas de meilleur compliment où j'ai eu des soirs où j'ai souffert parce que j'avais une grippe qui venait, que j'avais mal partout, les muscles, la gorge qui commence à faire mal, et puis des maux de tête parce qu'une grippe se prépare.
Et le travail de mener la revue, mais beaucoup plus pénible, mais 50 fois ou 100 fois plus pénible que de le faire quand vous obtenez la super forme. Et puis vous avez la récompense du public qui vient vous chercher après un autographe et qui vous dit alors qu'est-ce que vous étiez bien ce soir et moi je m'excuse en disant vous êtes venu un mauvais soir, j'étais malade, on m'a dit donc qu'est-ce que c'est quand vous devez être bien. Ça ce sont des compliments, je crois qu'il ne faut pas faire passer notre métier, je crois que ça fait partie du métier d'artiste de ne pas faire passer au public vos petits ennuis. Ils ne sont pas venus pour voir vos ennuis, ils sont venus pour voir quelqu'un d'heureux, de fort, de solide, de content, qui crée un contact chaleureux et non pas qu'il se fasse passer un... Alors, donc c'est à vous de vous arranger pour le faire. Mais c'est vrai que ça ne va pas toujours être simple. Et c'est ça le métier, finalement. Hein. Eh oui. Que voulez-vous que nous écoutions maintenant? Ah, eh bien, peut-être une chanson de la revue Paris-Line. Oui. Oui, on peut mettre Alléluia ou Dixie Lady, comme Non, je vous crois que voulez. c'est Alléluia qu'Alphonse a préparé. Hein. D'accord. C'est Alléluia, Alphonse? Oui. Ouais. Allons-y, alors. Toujours des bonheurs trop fragiles qui nous filent entre les doigts. Mais tous ces rêves inachevés, tous ces désirs inavoués se réaliseront, mais oui, oh oui, quand nous irons au paradis. Alléluia, nous irons un jour au paradis. Alléluia, il y aura tout ce qui manque ici. Alléluia, nous aurons enfin avec moi, alléluia. Alléluia, nous irons un jour au paradis. Alléluia, il y aura tout ce qui manque ici. Alléluia, nous aurons enfin la belle vie. Chantez avec moi, alléluia. Le soleil brillera tout le temps, partout des oiseaux et des fleurs. Dans la rue, il y aura des agents avec des yeux pleins de douceur. Ils n'auront plus de bâtons blancs, mais de petites ailes seulement. Et ils voltigeront gaiement, gaiement, dans les rues sans encombrement. Alléluia, nous irons un jour au paradis. Alléluia, il y aura tout ce qui manque ici. Alléluia, nous serons enfin la belle vie. Avec moi, alléluia. Alléluia, nous irons un jour au paradis. Alléluia, il y aura tout ce qui manque ici. Alléluia, nous serons enfin la belle vie. Chantez avec moi, alléluia. Alléluia, nous irons un jour au paradis. Alléluia, il y aura tout ce qui manque ici. Alléluia, nous serons enfin la belle vie. Chantez avec moi, alléluia. Toujours pensé que la scène, enfin le côté public de ce métier était une drogue. Et ce que vous m'avez dit tout à l'heure pendant que le disque passait me conforte dans cette idée. Il y a des miracles. Quand on est sur scène, on n'est plus tout à fait la même et puis on surpasse. Oui. Parce qu'on ne sent plus les choses de la même manière que C'est quand vrai. on est... Je ne sais pas ce qui se passe. On doit être dans un autre monde, sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Mais il y a vraiment des miracles, parce qu'on parlait de la douleur et ou de la faim. Mais je me suis vue en coulisses, par exemple, pliée en deux avec un point de côté, parce que d'ailleurs quelques mois après j'allais être opérée, mais j'étais pliée en deux, j'ai dit mais jamais je pourrais rentrer faire ce numéro-là. Et puis bon, je rentrais, et comment expliquer que pendant les 5 ou 6 minutes de la chanson et de la danse, je ne sentais plus ma douleur, et j'étais à peine revenue en coulisses, je la ressentais à nouveau. Je me souviens, dans ma deuxième revue au Casino de Paris, j'avais un sketch qui se passait chez les Cowboys.
Et j'étais derrière un bar, vous savez, avec une porte qui se rabattait comme ça au-dessus du bar, hein, donc, comme on voit dans les saloons. Comme dans les saloons. Dans certaines cuisines. Oui, c'est ça, on fait ça dans certaines cuisines. Donc j'avais la porte qui se rabattait et j'avais des gants blancs. J'avais des costumes de cow-boy tout blanc avec des gants blancs. Et puis, dans le sketch, d'un seul coup, le gros méchant, parce qu'il y a toujours un grand méchant, il me rabat la porte, comme d'habitude. J'avais mal placé ma main et mon pouce se trouve coincé juste dans là où il y a les ressorts, la charnière, juste dans la charnière. Bon, sur le coup, ça fait très mal, je lève mon doigt et je fais croire que ça fait partie du sketch. Les gens de loin ne voient pas que mon doigt a vraiment été dans la charnière, mais je hurle et je fais aïe et je crie sur le fameux cow-boy qui m'avait fait ça, les gens croyant que ça faisait partie du sketch. Bon, je continue tout le sketch, je chante toute une chanson, je fais tout un square dance, je danse tout un square dance, et petit à petit, sur la chemise d'un des danseurs, je vois du sang. Un des danseurs avec qui j'étais dans les bras pour danser le square dance, je vois du sang. Et je croyais que c'était fait mal. Et d'un seul coup, je regarde et ce sang sur la chemise venait de moi. Je regarde mon gant était devenu tout rouge. Moi, je ne le voyais pas, je ne le sentais pas. Et bon, je sors en coulisses où j'avais un changement, là, je crois, de 15 secondes. Je devais enlever tout, les bottes, le pantalon cow-boy, le chapeau, le blouson, et revenir dans une robe. Il y avait 15 secondes pour se changer. Et comme d'habitude, on fait tout très vite, je tire mon gant et l'ongle part avec mon gant. Bon, je suis partie refaire mon numéro et quand j'ai fini mon numéro où on n'avait plus besoin de moi avant le premier final, c'est-à-dire avant 10 minutes, là je suis tombée évanouie. Mais toute la scène s'est faite comme d'habitude. Comment expliquer une chose comme ça? Sinon que nous devons effectivement être dans un autre monde. Oui, c'est ça. C'est probablement ça. Et ça n'est pas spécial à moi, parce que je me souviens quand je faisais des tournées, eh bien j'avais une fois une attraction très très forte, une femme que deux hommes me lançaient un peu partout. Une femme, elle était habillée en serpent, et la pauvre, elle avait une crise de furonculose. C'est affreux ça. C'est affreux. Et chaque soir, je la voyais avant d'entrer en scène avec les compresses, avec les piqûres, avec tout ça. Et je me disais, mais coupe ton numéro, je ferai 2-3 chansons de plus. Non. Comme si leur vie en dépendait. Et elle allait sur scène, elle souffrait pas, et elle sortait. Et les danseuses, quand nous avons des danseuses actuellement qui ont un malaise et qui doivent tomber évanouies, elles ne tombent jamais évanouies pendant la danse. Elles sont à peine sorties, elles tombent là dans les coulisses. Vous disiez comme si leur vie en dépendait, mais est-ce que leur vie n'en dépend pas? Non, ça fait partie de leur vie, c'est une part. Chez les artistes, la scène et le public, ça fait partie de la vie de l'artiste, il faut croire que si, ça fait partie de notre vie, on dépend finalement. Rappelez-vous Joséphine Baker. Et oui, voilà, Joséphine, et Maurice, pareil, et Miss Tinguette, pareil. Je connais à croire que, quelquefois, moi je dis... à l'âge de Joséphine, je ne serai plus sur scène. Et c'est mon envie secrète de ne pas être sur scène à cet âge-là. Mais est-ce que je vivrais sans ça? J'en sais rien. Je serais peut-être malheureuse sans la scène. Alors si je suis malheureuse sans la scène, tant que je pourrai, j'en ferai. Et tant que le public m'aimera, je ferai. Mais si je ne suis pas malheureuse sans la scène, je ne ferai plus de scène. Par exemple, ces 3 ans où j'ai produit, où je n'étais pas sur une scène. J'ai passé 3 années fabuleuses, où la scène ne m'a pas manqué un soir. Au contraire, j'allais voir travailler les autres. Je me souviens avoir été je suis allée voir Marlène Dietrich à Copenhague. Et je disais, mon Dieu, la pauvre, quand je pense qu'elle a encore un spectacle à faire, elle avait 2 spectacles par soir. Eh bien, j'étais malheureuse pour elle. Parce que la scène ne m'a pas manqué, j'étais occupée par autre chose qui me passionnait, ça me passionnait. Je suis restée dans mon métier, bien sûr, puisque j'essayais de découvrir des talents nouveaux, de leur donner mon expérience. Je devais aller choisir des rideaux pour les rideaux de scène, des couleurs, des décors. J'étais passionnée par ce que je faisais, parler avec les chorégraphes, éliminer des choses que je n'aimais pas, visionner des slides, faire de l'audiovisuel. Et j'ai été absolument passionnée, si bien que la scène ne m'a pas manqué du tout. Et je crois que
le jour où je n'irai plus sur scène, je pourrais reconvertir ma passion. Parce que dans la vie, il faut être passionné. Il faut être passionné pour quelque chose. Et je crois que je pourrais reconvertir ma passion, à condition qu'elle touche au show business. Ah, le mot est lâché. Le show business, le spectacle. Il n'y a rien de plus important pour vous que le spectacle. C'est mon monde. Ouais. C'est mon monde. Ça l'a toujours été. Toujours. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. Et puis à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans le show business. Et ça a été de 14 ans à maintenant. J'ai toujours été sur scène. Je me souviens d'une image de vous, je crois que c'était en 64, je ne suis pas très sûr, il me semble que c'était en 64. 64, j'étais à Las Vegas. En 63, alors fin 63. En 63, j'étais au Casino de Paris. Oui, je finissais ma première revue Plaisir, oui. C'est ça, c'est l'une des dernières représentations. Guilux y avait emmené les caméras du palmarès des chansons. Alors c'est plus tard. Je crois que c'est plus tard, c'est à ma deuxième revue au Casino de Paris. Ça doit être vers 67, par là. Non, bah c'est pas cette époque-là, alors c'était en 63. Bon, enfin, peu importe, c'était peut-être pas le palmarès des chansons, c'était peut-être autre chose. Et il y avait là Henri Varna, il y avait vous sur scène. Et on voyait que partir pour si loin et pour si longtemps, ça vous faisait quelque chose. Alors, c'était en 63 d'ailleurs. Oui, c'était en 63, ça, oui. Bon. Alors, je me demande si on exerce bien son art partout, aussi bien qu'en France. Avec le même cœur, en tout cas. Est-ce que ici, c'était pas du show et là-bas du business? Non. Non. Bon, parlez-moi de ce décalage qui... Non. Un artiste ne peut pas faire ça comme... ne peut pas penser ça comme ça. Quand vous montez sur une scène, vous pensez d'abord show, puis le business, il vient après, tant mieux. Mais pour moi, c'était très important d'aller essayer d'exploser dans un pays qui n'était pas le mien et surtout dans une ville où on n'attendait pas après moi pour le show business. Et c'était, si vous voulez, une compétition pour moi, une compétition. Et j'aurais donné n'importe quoi pour avoir un succès là-bas. Et croyez-moi, je ne pensais pas du tout à l'argent. Ou est-ce que ça peut rapporter d'abord un artiste quand il va sur scène? Quand j'ai fait ma rentrée au Casino de Paris, on pense d'abord au spectacle. Et puis après, bon, bien sûr, on a la chance que c'est un succès. Bien sûr, le reste vient. Mais on passe d'abord au spectacle. Moi, je voulais, dans un pays où les Frank Sinatra, Jerry Lewis, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Elvis Presley, où tous ces gens-là étaient en gros à l'affiche et où d'un seul coup, ils sont venus me demander, moi, pour faire une revue, je voulais être reconnue par les gens du show business américain et par le public américain. Et je n'avais qu'une pensée, c'était ça, de réussir. Donc de mieux me préparer, de mieux m'exercer et d'essayer d'aller avec un spectacle dans lequel je ne faisais pas d'erreur, d'un spectacle qui allait accrocher les Américains. C'était donc ma première revue. Ça, c'est en 64. Mais j'étais allée aux États-Unis avant. J'étais allée aux États-Unis 10 ans plus tôt. En 54, j'étais allée aux États-Unis. Vous y aviez fait... J'étais partie faire des télévisions avec Bob Hope et un disque avec Dean Martin. Ah, si vous l'avez, là, on pourrait l'écouter. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Ça doit être sur un disque que vient de ressortir Pathé Marconi avec 30 de mes anciens succès, tous version originale, qui s'appelle Relaxez-vous. Bon. C'est voir? Non, ça c'est pas celui-là. Non. C'est direct, ça. Bon, on va peut-être pouvoir aller en discothèque le chercher. En attendant, je vous propose, Lynn, d'écouter Le Petit Chien dans la vitrine, dans un petit bout dans sa première mouture, et puis après, on enchaînera comme on avait fait tout à l'heure avec la nouvelle version. La version 76, hein. D'accord. Allons-y pour Le Petit Chien. Waouh! Dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en prévignant? Je dois m'en aller en Italie en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie en étant toujours avec lui. Combien
vitrine. Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant? Je dois m'en aller en Italie en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie en laissant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien dans la vitrine qui me regarde en frétillant? Je viens de lire dans les nouvelles qu'il y a des voleurs de cœur qui de mon mari de faire chancelle, il protégera mon bonheur. Ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Dans la vitrine, eh bien, c'est d'accord, je le prends. C'est vrai, votre voix est la même, mais celle du chien a changé. C'est drôle parce qu'on croirait qu'après tant d'années de scènes tous les jours, la voix pourrait être abîmée. Et quand on entend ce disque, j'étais étonnée là maintenant. Il y a longtemps que j'écoute jamais mes enregistrements. Il faut que je vienne dans une émission comme celle d'aujourd'hui pour écouter d'un seul coup la comparaison entre la première version et la seconde version. Vous l'avez jamais fait, ça? Non, vous savez, non. Quand je suis à la maison, j'écoute plutôt les disques des autres. Oui. Quels sont les disques que vous écoutez à la maison? Ah, j'écoute beaucoup de disques américains ou alors en ce moment je suis en plein de disco, des disco, tout ce qui se fait maintenant. Le disco, oui. Un grand phénomène social. Non? Oui, ça j'adore. Oui. Mais c'était très drôle parce que quand je suis revenue pour la première fois en 54 des États-Unis, où tout le public français me connaissait avec des Printemps d'Alsace, Étoiles des Neiges, Le Petit Chien dans la vitrine, le chant de chansons comme ça, j'étais revenue avec les rythmes américains de l'époque qui s'appelait le Rhythm and Blues, bien avant l'éclatement du rock. Et j'étais revenue avec des chansons comme Tweedly, Tweedly, Tweedly Dee. Mais le public, il y allait avoir un changement. Le public allait aller vers le rythme. C'était le jeune public qui allait aller vers le rythme. Mais le jeune public voulait voir arriver des nouvelles têtes, si j'ose dire, avec le rythme. C'était très difficile même si vous pouviez faire le rythme aussi bien que les jeunes, puisque moi j'ai toujours été entourée de rythme, étant donné que mon mari est guitariste de jazz. Il fallait quand même laisser les autres faire. Vous savez qu'on a commis un crime de Lazine Renaud, on n'a pas passé Ma Petite Folie. Ah, ça c'est vrai. C'est impardonnable. Ouais. Vraiment, hein? C'est la chanson fétiche pour vous? Non, c'est la cabane, la chanson fétiche. C'est avec la cabane que tout a démarré. Ça a démarré comment? Racontez-moi. En 1948, je connaissais Loulou depuis un an peut-être, comme ça, bien entendu. Je l'appelais Monsieur Gasté, je faisais travailler. Je ne savais même pas qu'il allait devenir mon mari. Mais j'aimais toutes ses chansons. Et puis quand il m'a entendu chanter Folie Belleville, je m'appelais Jacqueline Ray, j'étais venue auditionner 3 jours à Paris. Et Loulou m'a entendu et il a voulu signer un contrat, comme quoi il serait mon directeur artistique, mon manager. Et qu'il fallait que je l'écoute et puis qu'il me ferait des chansons bien à moi. Mais surtout que je ne chante pas des chansons dramatiques comme je chantais des chansons dramatiques à cette époque-là. Ça n'allait pas avec mon visage, avec mon physique. J'étais blonde aux yeux bleus avec des faussettes. Je riais toujours et malgré que c'était les chansons de Louis Gasté que je chantais, je trouvais qu'elles m'allaient pas du tout. Alors, bon, bien, il s'est mis à travailler, il m'a fait faire de la danse, il m'a appris le souffle en me jouant des heures entières de la guitare, en me faisant battre le contretemps. Et tout ça, enfin, des séances de travail qui n'en finissaient plus. Et puis, un jour, en rangeant les tiroirs, j'ai trouvé un poème qui attendait Loulou depuis 5 ans. Ça s'appelait Ma cabane au Canada. Et quand il est rentré, j'avais sorti ce poème. Il l'a composé en une demi-heure.
Et puis voilà comment est né mon premier succès, tout à fait par hasard, parce que je rangeais des tiroirs. Oui. On a toujours intérêt à faire son ménage. Puis après, bon, on va revenir 2 secondes à la radio du dimanche matin quand même. Parce que... Et puis après, bien, là, avec la Cabane au Canada, mon nom a commencé à être connu, on va dire. Loulou avait transformé Jacqueline Ray en Lynn Renaud. Il avait pris le Lynn de Jacqueline et Renaud. Ma grand-mère s'appelait Renard, il a transformé Renard en Renaud. Et puis le nom s'est fait connaître. J'ai commencé à avoir des clients qui s'appelaient Hélène Sophie à l'époque et qui voulaient une émission tous les dimanches matins sur Luxembourg. Et c'est comme ça, grâce à Radio Luxembourg, et cette émission tous les dimanches matins où j'ai commencé à vraiment... Et le Grand Prix du disque en 1949 avec la Cabane au Canada qui a déclenché mon nom. Puis après, ça a été une suite de travail et de joie, de peine, de descente, de montée, de plat et tout ce que demande une carrière. Et puis après, ça a été ce vieux casino de Paris d'où vous êtes parti souvent, mais où vous êtes toujours revenu comme on revient au Bercail. Oui, on revient au Bercail. J'y suis revenu en 76 et maintenant nous en sommes à 27 mois de Paris-Lynn. C'est ça la revue. Bonsoir,